Madame Danielle Tremblay, bonjour. Bonjour, M. Parent. Situons l'action. Vous anticipiez ce voyage au Burkina Faso énormément. C'était comme retrouver de vieux amis. Et c'est peut-être le pays, parmi tous ceux que vous avez visités, que vous avez aimé le plus, je pense. Oui, je pense que ça s'est senti. Dès mon premier voyage, j'ai eu le coup de foudre pour ce pays-là. Il y a un rythme de vie, il y a une façon d'être. C'est des gens qui sont travaillants, ils sont bons enfants, ils sont rieurs, ils sont capables de se moquer d'eux-mêmes. Vraiment, je trouve que les Québécois puis les Burkinabés, là, c'est un bon match. Il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui travaillent là-bas. Hein. Il y a l'Union des producteurs agricoles qui envoie des centaines de personnes là-bas par année. Alors, je pense qu'il y a cette affinité. Nous autres, les Québécois, on aime ça s'amuser, mais on aime ça travailler fort aussi. Je retrouve ça chez les Burkinabés. Ça prend quelques jours pour s'installer dans le pays dans lequel on arrive. Vous avez un rendez-vous avec des volontaires d'ONG et une télévision locale. C'est une journée importante au niveau du volontariat. Et encore une fois, on vous retrouve devant la caméra. C'est un peu comme vous êtes une Evita québécoise. Vous attirez l'attention des médias. Je sais pas comment vous faites. Tout le monde était autour de vous. Vous posez des questions. Racontez-nous comment ça se passe. En fait, c'était la journée du bénévolat international. On s'est retrouvés là avec beaucoup d'autres ONG qui participaient au volontariat au Burkina. Il y a cet animateur de télé qui est là, qui pose des questions et tout. Et il y a un chanteur populaire qui est Des Altino, qui est là sur place et qui fait son scénario, qui chante une chanson et tout. Et bon, moi, à la fin, je vais retrouver Des Altino parce que je trouvais que sa musique était superbe, alors je vais le féliciter. Et là, je me retrouve devant la caméra et qui me demande mes impressions. Et là, en tant que volontaire, et là, évidemment, les gens se revoient sur le trottoir le lendemain. Ben là, ils t'abordent. Vous êtes à la télé, on vous a vu, la Canadienne. Oui, c'est gentil. Ah oui. C'est quelque chose. Vous êtes devenu une vedette. C'est ce que j'attire, moi, quand je vais dans différents pays. Je me suis retrouvée en Afrique du Sud, à un moment donné, à manger mon petit repas tranquille après 48 heures de décalage horaire que je savais plus sur quelle planète j'étais. Puis tout à coup, il y a des pygmées, des femmes très, 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 très grandes qui sont venues me prendre pour danser avec elles. Mais c'est toujours comme ça. Je me retrouve toujours dans des situations abracadabrantes, mais qui sont humoristiques, ça peut dire. Alors, ça, c'est la noix de karité origine. C'est ça qui tombe de l'arbre. Oui. Puis une fois qu'elle est tombée de l'arbre et qui est bouillie, après ça, elle est transformée. Qu'est-ce que c'est que cette fève qui permet la création de produits qui sont maintenant très en demande en Occident? En fait, c'est une noix qui vient d'un arbre qui s'appelle le karité, et c'est un arbre qu'on ne peut domestiquer. Il décide lui-même de pousser où bon lui semble. Alors, il y a des agronomes qui travaillent maintenant à essayer de le domestiquer davantage, là, mais c'est pas encore fait. Alors, ça demande que des femmes aillent cueillir ces noix-là qui tombent comme un peu un olivier, et ça tombe au sol, et ces femmes-là ramassent les noix et reviennent à la maison avec ça, les décortiquent légèrement. Ensuite, des ramasseurs vont ramasser les sacs de 100 livres là qui vont traîner un peu partout comme ça. Et il y a des femmes après ça qui vont faire la transformation de cette noix-là. Alors, pour transformer la noix, il faut la faire bouillir, tremper, mâcher. Il y a des multiples étapes qui sont incroyables et qui sont toutes manuelles parce que le beurre de karité, c'est une méthode ancestrale. Il y a certaines entreprises maintenant qui ont commencé à industrialiser le processus, mais les rendements nutritifs ou les propriétés du beurre de karité en sont affectés. Alors, c'est pour ça que les femmes qui font du bio ou les femmes qui font la transformation de manière traditionnelle sont capables d'avoir un peu plus d'argent pour leurs produits en retour que celui qui est industrialisé. Mais bon, des compagnies comme L'Oréal ou l'Occitane et tout ça, eux autres, ils se battent pas de ça là, quand ça va dans ton shampoing pour faire une petite
douceur à ton cuir chevelu, on s'en fout un peu. Mais c'est que les femmes là-bas, c'est un produit qu'on peut utiliser dans la consommation de tous les jours. C'est un beurre, hein. Ouais. Alors, c'est comme notre huile d'olive qu'on sert ici, ou notre margarine ou le beurre de vache. Même chose, elles s'en servent pour la cuisson, elles s'en servent pour l'éclairage, elles s'en servent pour mettre sur leur peau, pour des questions dermatologiques. Elles s'en servent aussi pour les nourrissons. De 0 à 3 ans, l'enfant est massé 2 fois par jour avec du beurre de karité. Il faut nous expliquer un peu, là, quand on parle de kilos, de tonnes de production, il y a des chiffres dans vos écrits, dans votre rapport de mission qui sont renversants. J'aimerais que vous nous fassiez comprendre l'ampleur de cette production-là, de ce qui se trouve autour de vous, ce que vous découvrez en arrivant sur place. En fait, le beurre de karité burkinabé a une réputation hors norme. C'est le fin du fin. Il y a d'autres pays, pas loin, le Mali, le Ghana, qui en produisent aussi, mais la crème de la crème, c'est le beurre de karité du Burkina. Et c'est pour ça que des grandes entreprises, comme je nommais tantôt, l'Occitan L'Oréal, s'approvisionnent là parce que la qualité, elle est là. Mais je ne m'attendais pas à des volumes de cette envergure-là, quand des compagnies, c'est des multinationales quand même, là, eux autres n'achètent pas un demi-conteneur, là, ils achètent, ça prend toute une industrie derrière ça, ça prend des centaines, des milliers de femmes qui sont dans les champs pour ramasser la noix, c'est énorme. Chaque petit village a ses cueilleuses, chaque petit village a ses transformatrices, alors ce sont des productions rudimentaires, si on peut dire. Alors, tranquillement, il y a des coopératives qui se sont regroupées et qui sont capables d'aller chercher des volumes intéressants pour justement approcher ces grandes entreprises-là. Moi, j'étais là pour justement monter un regroupement pour qu'il y ait une encore plus grande coopérative pour être capable d'approcher de plus gros clients, encore une fois. Vous avez rencontré, vous l'appelez la reine du karité? Comme on a le roi de la patate, vous écrivez dans votre écrit au Québec, on a le roi de la patate, là-bas, vous avez découvert la reine de du karité. Du karité, oui. Ben, il y a beaucoup de compétition entre les femmes aussi, hein, faut s'entendre. Alors, la reine du karité d'une région peut être la reine du karité d'une autre région, mais celle-là, elle est reconnue parce que ça fait des années, et c'est à cause d'elle, justement, que L'Oréal a été capable de s'approvisionner. Elle a 4500 femmes sous ses ordres. En fait, ces femmes-là, elles travaillaient toutes de façon un peu singulière. Hein? Chacun, tout le monde dans son petit village faisait son beurre de karité, c'est normal et tout ça. Elles avaient toutes des compétences. Mais là, elle a réussi à monter des équipes de travail. Elle a réussi à monter un centre de formation. Elle a réussi à faire ça. Alors, et là, comme elle n'est pas seule, il y en a d'autres qui ont fait la même chose dans d'autres régions suite à ces formations. Mais là, c'est d'essayer de mettre tout ce monde-là à travailler ensemble pour qu'on soit capable d'aller chercher une force de vente encore plus grande. Mais c'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y a des frictions. Il y a des fois où l'amant de un est allé visiter l'autre, et là, ça s'est su, et là, la chicane a pogné, puis là, tout est là-dedans, puis il faut que tu gères ça, puis il faut que tu essayes de faire en sorte que tout le monde se parle pareil, parce que le but ultime, c'est la coopérative. Alors, pas facile. Alors voilà, les femmes ce matin m'ont mis au défi de préparer les céréales. Alors, voilà, ça va? Ça va, Julie. Ah, ça va, Julie. Mais à tous les jours, hein? Ça vient. Oui. Alors, il faut le faire très fin. Ah oui. Hein? Très fin. Quel est le résultat de cette campagne que vous avez menée là-bas? Est-ce qu'ils ont réussi à vendre à d'autres grandes compagnies qui n'étaient pas encore au fait de l'importance de la qualité de la production du karité là-bas? Ça a pris un deuxième voyage et là, on était plus sur le plan légal. De monter la coopérative, c'était fait. Là, tout le monde s'était mis d'accord. Ils avaient déjà commencé à travailler ensemble sur différents contrats,
si toi, tu reçois une commande que tu n'es pas capable de faire toute seule, ben là, tu commences à en céder un peu à un groupe, et là, la confiance commence à se développer. C'était pas facile au départ parce que on se regardait tous en chien de faïence, chacun de son côté, puis on se disait, moi, je fais ça comme ça, puis toi, tu fais ça comme ça, puis alors j'ai dit, commencez donc à travailler ensemble un peu, là. Tu sais, quand vous allez recevoir des gros contrats, dites pas non. Donnez-en une partie à vos collègues, puis vous allez apprendre à travailler ensemble. Et là, ça s'est fait sur le premier voyage. Deuxième voyage, là, on était plus en termes légal. Monter la coopérative comme telle, monter un conseil d'administration qui va gérer ça, etc., etc. Évidemment, à travers tout ça, vous devez faire affaire éventuellement à des fonctionnaires parce que, bon, quand vous parlez de questions légales, il faut obtenir des permis, payer des taxes. Oui. Vous êtes la Canadienne, la Nord-Américaine, esprit pratique, qui déteste les gens qui s'écoutent parler, surtout parmi ceux qui croient avoir un peu d'éducation, un peu plus que les autres. Tellement vrai. C'est tellement vrai que c'est une Nord-Américaine qui est dans l'action, hein. Et on est dans le faire, nous autres. Hein? On veut que ça bouge, puis que ça décolle, puis on n'a pas le temps de tergiverser. Et là, moi, je dis que le colonialisme français a fait des dégâts en Afrique parce que vraiment, là, on tourne en rond, on s'écoute parler, on n'avance plus, ça n'en finit plus, là, tu sais. Puis c'est pas mon genre. Moi, j'aime ça quand on parle pour faire avancer des choses, puis de faire en sorte que les choses bougent. Mais là, de parler pour parler, puis parler, j'ai pas de patience pour ça, puis... Bon, j'ai compris. On va mettre fin à cette conversation. Oui. Non, c'est difficile. Puis c'est très protocolaire aussi. Ouais. Ça aussi, c'est des relents de l'époque française, hein. Les protocoles, quand on fait des soirées de gala et que ça prend 1h30 avant qu'on en arrive au cœur du sujet. Ah, oui. On a envie de partir. Les discours après les discours, il y a le sous-préfet qui vient, suivi du sous-sous-préfet. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vécu en Afrique, j'ai été élevé en Afrique. Je suis un peu responsable de cette propagation du malaise. Écoutez, merci beaucoup, Danielle. Ça m'a fait plaisir.